Vous écoutez les ludologues. Histoire de jeu. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Bonjour Aurélien. Et oui, comme toujours, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des ludologues. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, faire un épisode de cette émission qui décortique l'histoire des jeux de société. On va partir d'un jeu ultra connu pour savoir d'où il vient, comment il fonctionne et surtout pourquoi ça marche. Et puis on cherchera un peu sa trace dans la pop culture et parmi les sorties ludiques des dernières années, on essaiera de voir dans quel jeu moderne on retrouve son influence. Et donc aujourd'hui, Julien, de quoi va-t-on parler ? Je me souviens que l'avenue Breteuil était verte, que l'avenue Henri Martin était rouge et que l'avenue Mozart était orange. C'est Georges Perec qui disait ça dans son livre, je me souviens, en 78. Et il parlait du Monopoly. J'ai rien, j'ai plus rien! Je suis ruiné! Et vous, on va où après ? Ensuite, on va rester sur le continent américain, plutôt à l'ouest. On ira au pays des cow-boys aujourd'hui. Ça sent le taureau ici. Ouais. Monsieur, ça Vous le sent voyez le venir taureau ici. Je vous ai entendu dire ça sent le taureau ici. Alors. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous laver. Veuillez nous excuser, C'est monsieur. Great Western Trail, bien Ah. entendu, le jeu d'Alexander Pfister. Je croyais que tu disais c'est parce que c'était le mois d'août et pendant qu'on enregistre et qu'il fait chaud. Non, pas du tout. On va aller donc au western avec ce jeu. Et ça sent vraiment le taureau dans le studio. Exactement. Et qui est du coup un jeu qui est le Monopoly moderne, on pourrait dire. Hein, voilà. Ça, c'est bien vendeur. Je pense Voilà, qu'ils vont plus vendre une boîte. Non, restez bien parce que vous entendrez pourquoi on fait le lien entre ces deux jeux. En tout cas, dans les deux, il y a des parcours, des gares et des péages. Mais pour commencer, ne perdons pas plus de temps puisque nous allons tout de suite expliquer qu'est-ce que c'est ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Le Monopoly est un jeu donc d'Elizabeth Magie, édité par Parker Brothers puis Hasbro. Ça date de 1935, on en reparlera tout à l'heure. C'est dans la catégorie grand public. C'est entre 2 et 6 joueurs. Et au niveau de la durée de partie, c'est... Vers l'infini et au-delà. Ça peut être long. Le but du jeu, c'est d'être le seul joueur à n'avoir pas fait faillite. C'est un genre de Last Man Standing, mais avec de l'argent. C'est un peu le Fortnite du siècle dernier. Ouais, c'est un Battle Royale moderne capitaliste. C'est déjà plus vendeur quand même que de dire Great Western Trail, c'est un Monopoly. La règle du Monopoly, c'est un peu comme le Uno ou les pâtes à la carbonara. Tout le monde a sa recette. Il y a même une rubrique sur Wikipédia qui donne les variantes et certaines ont été intégrées dans les versions officielles depuis. D'accord. Je vais vous présenter la règle officielle dite la règle en francs. Déjà parce que je suis vieux, puis c'est la règle de référence pour moi. Et on n'a pas tous les jours de parler en francs. Je suis un vieux monsieur, j'ai 46 ans, ma vie est derrière moi, vous m'avez tout pris. Grosso modo, il y a un plateau avec des cases qui forment un circuit fermé. Les joueurs vont faire des tours de ce plateau en déplaçant leur pion-pion et en lançant 2 dés. Il y a différents types de cases. Les cases propriétés qu'on peut acheter si elles sont en personne. Et si elles sont déjà à quelqu'un, faut payer un loyer au propriétaire de la propriété. Il y a des cases chance ou caisses de communauté où on va tirer une carte qui déclenche un événement aléatoire, positif ou négatif. Et il y a des cartes taxes où il faut payer. Et enfin, il y a quelques cases où il ne se passe rien, comme parc gratuit, la case départ et la prison en simple visite. Mais ça, bien sûr, tout le monde le savait, Julien. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre de plus sur le Monopoly ? Et à chaque fois qu'un joueur fait un tour complet de circuit, il touche 20 000 francs. Ah. Et si un joueur fait un double, il rejoue. Et s'il fait 3 doubles d'affilée... Il est part en prison. Le Monopoly, en fait, à la base, c'est un outil didactique visant à démontrer l'absurdité du système capitaliste. Et il y a certaines règles du jeu pouvant être perçues comme des défauts, en fait, d'un point de vue ludique, participent certainement à cet objectif. C'était fait exprès que ça soit pas normalement équilibré. Et le principal défaut des règles originales, c'est l'effet win-to-win ou win-win, que l'on peut appeler aussi en français l'effet boule de neige. En gros, plus un joueur gagne, et plus le jeu va le faire gagner. Ah oui, l'effet boule de neige, c'est vraiment une traduction littérale de win to win que tu nous proposes. Win, c'est neige, to win... Winter. Winter, la neige, on est bon. Au Monopoly, plus on a de propriétés, plus on va percevoir d'argent à travers ses loyers. Donc mécaniquement, plus on a d'argent, plus on va pouvoir acheter des propriétés, et ainsi de suite, et on va devenir riche et pouvoir acheter tout le plateau. C'est comme la vie. C'est ça. Et donc cet effet win-win ou winter, boule de neige, c'est un effet bien connu des auteurs de jeux de société. C'est pour ça que souvent, il y a des règles plus ou moins artificielles qui sont ajoutées dans les jeux pour lutter contre cet effet. Et cette mécanique d'ajustement ou de compensation, elle a un nom, ça s'appelle le catch-up.
On la retrouve dans de nombreux jeux en fait sous différentes formes, plus ou moins malines. Alors par exemple dans Flamme Rouge, dont on a parlé dans un épisode précédent. Et de hit. Et en fait, il y a un phénomène d'aspiration pour les derniers qui permet de recoller au peloton, et il y a un phénomène de prise au vent pour les premiers qui les ralentit et qui pourrit un petit peu leur jeu. En gros, à Flamme Rouge et à Hit, vaut mieux être deuxième, sauf à la fin. Voire dernier, il y a aussi des trucs où tu refroidis plus quand t'es dernier, t'as un bonus Ouais, au mouvement dans hit, c'est typiquement du catch-up. Dominion, dont on a parlé dans l'épisode 2. Plus on a de points dans son deck, plus il se dérègle et devient de moins en moins performant. Fresco, le tour de jeu suit l'ordre inverse du classement. Le dernier joue en premier. Et puis aussi, il y a la règle tacite entre joueurs. Il y arrive des fois où on doit pénaliser un autre joueur. Oui, dès qu'on joue à plus de 2. Et ben, quand on a le choix entre plusieurs joueurs, on va généralement choisir le joueur qui semble être en tête. Ce qui, quand c'est pas le cas, peut passablement agacer. Des fois, il y a des effets de couple, par exemple. Bah tiens, c'est ma compagne ou mon compagnon qui est devant, donc je vais quand même pas aller l'embêter. Puis les autres disent, oh bah là, ils jouent ensemble, c'est insupportable. Voilà. C'est vrai. Mais sinon, la convenance, quand on est des bons joueurs, c'est de taper sur le premier. Ouais, si on sait qui est le premier, parce qu'il y a certains jeux où les points sont cachés pour éviter toute tentative d'acharnement. Et on retrouve ce même principe de catch-up dans certains jeux vidéo. Par exemple, à Mario Kart, on a beaucoup plus de chances de recevoir des meilleurs bonus si on est dans les derniers que si on est en tête de course. Donc comme pour les jeux de société, ça permet que tous les joueurs soient concernés jusqu'à la fin et de maintenir une forme de suspense. La course n'est jamais totalement gagnée grâce à cet effet catch-up. Ça permet aussi que personne quitte la table en renversant tout. Oui, on donne une petite chance à tout le monde, c'est vrai. Dans les versions originales du Monopoly, il n'y a pas vraiment cette mécanique du catch-up. À la rigueur, tu peux hypothéquer un de tes terrains pour obtenir un prêt de la banque, mais une fois que tu as hypothéqué ton terrain, tu touches plus le loyer et c'est généralement le début de la fin. Ouais, pour moi, l'hypothèque, c'est un petit peu les soins palliatifs. C'est pour prolonger un petit peu la vie, mais tu sais que tu vas mourir, quoi. C'est ça. Et donc les variantes, ce qui est amusant, c'est de constater que toutes les variantes maison font un peu office de catch-up. Par exemple, il y a des règles qui permettent de mettre plus d'argent dans le système. Donc la règle, c'est on touche 40 000 au lieu de 20 000 si jamais on tombe sur la case départ. Les taxes et les amendes sont mis au milieu et elles sont récupérées par le joueur qui tombe sur les cases du parc gratuit. Là, avec un coup de chance, on peut se récupérer un peu d'argent et puis se sortir d'une situation difficile. Et il y a d'autres règles qui permettent d'éviter qu'un joueur achète tout. Donc on commence par faire un tour complet du circuit avant de pouvoir acheter. Ou on peut acheter des maisons ou des hôtels seulement quand c'est son tour. Parce qu'en fait, dans la vraie règle, tu achètes n'importe quand. Donc tu dis, le mec, il va peut-être tomber là, boum, là, j'achète une maison. Et donc une des raisons qui explique peut-être le succès du jeu, on peut bricoler les règles sans dérégler le jeu. Et bien au contraire, en fait, le jeu peut être modifié pour qu'il devienne plus proche de notre conception du capitalisme. C'est pas non plus, c'est une bonne raison, mais c'est pas la seule. Vous verrez tout à l'heure dans l'instant psychologique, on ira quand même un petit peu plus loin. On va élever un tout petit peu le niveau de pourquoi ça plaît pas. Oui, mais moi je suis pas psychologue. Non, mais puis là surtout t'es encore pas complètement chaud. Tu nous teases un petit peu, mais restez bien jusqu'à l'instant P. Et de par son côté didactique, peut-on dire que le Monopoly est un jeu de parcours initiatique ? Au départ, tous les jeux de parcours étaient avec une thématique initiatique, d'ascension, de vie, etc. C'est le cas des jeux de l'Antiquité, notamment de parcours. Mais justement, très bonne transition, Julien. Nous allons pouvoir passer à la rubrique « Ça vient d'où ?» Et d'où viens-tu? Ça ne te regarde pas! Si, ça m'apprend des choses. Tout ça, c'est passionnant. Et on a le droit à une glace à l'entracte? Encore un nouveau jingle. Mais ça n'arrête pas. Ah, mais il claque celui-là, non? Très bien. Ah là, sans IA, tout bio, etc. Et pas sans aide. Non, pas sans aide. Je remercie infiniment Nicolas, c'est un de nos auditeurs, et qui m'a beaucoup conseillé dans les petites tâtonnements. On a plein d'auditeurs qui s'appellent Nicolas, je crois. Oui, mais il y en a un seul qui m'a aidé. J'en Donc connais. merci à toi. Là, à mon avis, cette fois-ci, il va plus bouger. Il nous plaît bien comme ça. J'espère qu'il vous plaira aussi. Sinon, dites-le. Et s'il vous plaît pas, vous le dites. S'il vous plaît, vous le dites aussi. Parfait. Bon, C'est les gens du forum de Trick Track en général qui aiment pas quand il y a de l'IA. Alors, ça vient d'où Ça vient d'où Ça vient d'où le Monopoly? Alors, comme tu l'as si bien introduit, les plus anciens jeux de parcours, ça date de l'Antiquité. On avait déjà évoqué rapidement le Sénet, un jeu égyptien qui a été retrouvé dans des fouilles archéologiques qui datent de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, voire même jusqu'à 5000 ans. On peut retrouver certaines fouilles. Un autre jeu très ancien dans la même veine, c'est le jeu royal d'Ur, qui a été découvert à Ur, en Mésopotamie. Bon, on en reparlera une autre fois de ces jeux-là, parce qu'ils ont quand même pas grand-chose à voir avec le Monopoly, parce qu'en fait, à l'époque, ces jeux de parcours étaient des parcours sans retour ni boucle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on allait d'un point A à un point B, finalement, c'était plus ou moins une course. Par la suite, il y a eu les jeux de loi, le jeu des échelles, un jeu indien, qui vont toujours à chaque fois reprendre ce principe similaire. Le jeu de loi, on a l'impression qu'on tourne en rond. D'ailleurs, il y a certaines versions où c'est sans fin. En fait, on arrive au bout, on retourne au début, le jeu de loi. Toujours le but, c'est d'avancer le plus vite possible sur le parcours. Éventuellement, les cases ont des effets qui vont accélérer, ralentir la course, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres effets que de jouer sur accélérer ou retarder. Et puis on arrive, il faut attendre longtemps, au 19e siècle pour que naisse un certain Milton Bradley. Alors,
Ce monsieur deviendra le fondateur d'une maison d'édition bien connue qui sortira notamment Connect 4 ou Puissance 4 en français en 1974. Alors moi j'ai pas du tout fait le lien avec la marque en question. Tu as fait le lien toi Julien ? Non. Eh ben c'est MB comme Milton Bradley. Un grand jeu MB pour toute la famille. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et donc ce monsieur, avant de devenir effectivement fondateur d'une maison d'édition, il a quand même créé un jeu qui s'appelle le Checkered Game of Life. Alors c'est l'ancêtre du jeu qui a été réédité plus tard sous le nom Destin, le jeu de la vie. Alors là c'est sûr que vous vous rappelez de la pub, là, je ne me rappelle plus la chanson, mais il y a un truc Destin, le jeu de la vie. Jouer à destin pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie. Dans ce jeu, il va récupérer des concepts qui étaient déjà présents dans les échelles, dans d'autres jeux, le Pachisi, etc. indien. Donc là, c'est un parcours de vie avec des prises de décision morales, etc. dans le gameplay qui va représenter finalement le parcours, la vie de quelqu'un, d'où le nom Destin. Et à chaque case, il va y avoir des succès ou des échecs qui vont influencer sur notre destin. Chaque case là va avoir un effet, autre que juste avancer plus vite ou avancer moins vite. Le but n'est pas forcément d'arriver au bout le plus vite. C'est finalement la première fois que j'ai retrouvé un jeu de parcours qui n'est pas avec comme principe, voilà, pas une course. Le but d'arriver au bout le plus vite possible. Là, le but, c'est d'avoir la vie la meilleure à la fin, en minimisant les pertes et en ayant le plus de gains et de choix vertueux. Mais c'est toujours pas un jeu où on va tourner en rond. La partie s'arrête quand même quand on arrive au bout. Et finalement, le Monopoly, ou plutôt son ancêtre, le Landlord Game, va être celui qui introduit la première fois l'idée qu'on ne tourne pas forcément sur le parcours pour arriver au bout. C'est pas ça qui va signer la fin du jeu. Et donc, c'est à peu près à la même époque que Milton Bradley que naît en 1866 Elizabeth Lizzie Magie dans l'Illinois, aux États-Unis. C'est elle qui va être l'inventrice de l'ancêtre du Monopoly, un jeu qu'elle appelle le Landlord's Game. Elle est dans une optique de faire passer des valeurs politiques au travers ce jeu, notamment les idées de l'économiste Henri Georges, qui prône un impôt unique sur la propriété foncière. Et donc, elle crée ce jeu pour faire la démonstration par le jeu de ses idées politiques. Alors, il y a de nombreuses vidéos sur cette thème. Je ne vais pas tout reprendre. Notamment, moi, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube que j'ai particulièrement appréciée dans la manière de présenter et d'analyser, qui s'appelle « L'arnaque du Monopoly » de Bolchevique. Alors, il y a une prise de parti sans doute politique, mais je trouvais ça intéressant dans l'analyse. Et donc, ce jeu qu'elle crée, il s'inspire quand même un petit peu des jeux de parcours plus anciens, y compris de celui de Milton Bradley, et par contre, elle a une volonté de créer quelque chose de pédagogique. Donc elle dépose un brevet en 1904. Elle essaye de vendre son concept à Parker Brothers. Et elle, dans sa version du jeu, il y a 2 variantes. Une variante anti-monopoliste, donc dite coopérative, où là, chacun peut posséder des terrains. Lorsqu'un joueur atterrit sur la propriété d'un autre, on paye un loyer raisonnable. Il y a des taxes foncières équitables qui sont prélevées et redistribuées à tout le monde. Et l'objectif, c'était de montrer qu'en fait, un système basé sur l'équité profite à tous. Mais du coup, c'était pas très drôle, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant, de perdant. Le but, c'est juste de montrer qu'à la fin, tout le monde est content, tout le monde a gagné. C'est un système où on pourrait jouer indéfiniment sans que personne soit ruiné. Ça avait pour but d'incarner vraiment la vision progressiste d'Henri Georges. Et puis elle avait créé une version monopoliste où chaque joueur peut acheter, louer, faire grimper les loyers et les joueurs pauvres sont progressivement éliminés. L'objectif là était de ruiner les autres pour tout posséder, pour que quelqu'un possède tout à la fin. Un terrain pour les gouverner tout. Cette version était conçue pour choquer les gens en montrant à quel point ce système était injuste. Et en fait, quand elle a proposé son jeu à Parker Brothers, apparemment, dans les années 1910, ils auraient refusé en disant c'est trop complexe, trop éducatif. Peut-être aussi que les idées sous-jacentes leur plaisaient pas trop. C'était quand même clairement anticapitaliste et eux étaient une entreprise qui était quand même plutôt dans une optique sans doute capitaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces premières versions, il n'y avait pas de pions. Oui. Chacun prenait un peu les pions qui passaient sous la main et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des versions, les pions paraissent tous décousus les uns des autres parce qu'il y en a soit qui proviennent d'autres jeux, soit parce que des gens avaient popularisé l'utilisation d'un dé à coudre par exemple. Ah, c'est rigolo. Et donc, elle se fait retoquer en allant voir Parker Brothers et dans les années 30, en pleine Grande Dépression, toujours aux États-Unis, un dénommé Charles Darrow découvre une version artisanale du Landlord Game. Et en fait, il joue aux 2 versions, puis il se dit, ouais, la première, elle est un peu pénible, elle est pas très drôle. Par contre, la deuxième, oh là là, ouais, ça choque, mais c'est drôle, quoi. Ruiner quelqu'un, essayer d'avoir le plus d'argent, ça, il se rend compte que ça amuse les gens. Donc, du coup, il se dit, mais on va garder que cette version-là, ça sera le mieux. Créer un jeu qui va s'appeler le Monopoly. Les rues, plutôt que ça soit des terres, il va donner des noms de rues, d'Atlantic City, la ville, et puis des règles encore plus compétitives, et il va appeler ça le Monopoly, et le proposer à Parker Brothers, qui va dire « mais c'est génial ce jeu !» et va l'éditer en 1935. Et le jeu devient un immense succès commercial, et pendant longtemps,
Tout à l'heure, tu as dit que l'auteur effectivement du Monopoly était Elizabeth Magie, parce que maintenant on a pu lui attribuer la paternité de ce jeu, mais pendant longtemps, Darrow était considéré comme l'inventeur officiel. Quand à un moment ça s'est su qu'il avait plagié, il y a eu tout un tas de procédures juridiques. Ils ont quand même racheté les droits à l'époque, Parker & Brothers, à Elizabeth Magie de son jeu, le Landlord's Game. Ils l'ont racheté pour $500, je crois. Ah, quand même, c'est pas mal. Pour l'époque, c'est une somme, mais c'est dérisoire par rapport à ce qu'eux ont gagné avec. Ils ont racheté les droits, non pas pour éditer son jeu, mais pour pas qu'elle vienne les embêter. Ah oui. En disant, Ok. bah oui, mais vous nous l'avez vendu, on a plagié un truc que vous nous aviez vendu. Il devait quand même être depuis le début un peu au courant qu'il plagiait. Hein. Ouais. Aujourd'hui, elle a été reconnue suite à des enquêtes qui ont été faites dans les années 70, 80, et aujourd'hui, elle est quand même vraiment reconnue comme l'inventrice de ce jeu. Tout ça, ça a quand même une morale finalement que je trouve assez amusante, parce que comme on l'a vu dans l'épisode du Yams, ce scénario ou une idée produite par quelqu'un de peu intéressé par l'argent, doté de motivation plutôt sociale, d'en faire profiter les amis, etc., et non commerciale, est récupéré par une personne aux dents un peu plus longues qui perçoit avant tout le potentiel d'enregistrement, est assez fréquente. On l'avait dit pour l'Yams et ça se retrouve ici pour le Monopoly. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que selon les personnes, on peut voir l'inventeur du jeu comme quelqu'un de vertueux, qui a respecté ses principes, ou alors on peut tout à fait le voir comme un naïf qui n'a pas du tout su exploiter son idée. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. A l'inverse, l'acheteur, qui fait fortune, peut être vu, selon les uns, comme un profiteur malhonnête, ou un talentueux commercial ou homme d'affaires qui a su charmer le pauvre inventeur. Je l'ai envoyé à Las Vegas parce qu'on passait notre temps à parler de Las Vegas avec cette putain de bagnole, cette Chevrolet 58 décapotable, il en parlait tout le temps. Il dirait qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. Ce qui est sûr, c'est que Maggie a fait coup double avec son jeu. Elle voulait montrer que la version compétitive menait à des conclusions choquantes et peu profitables au collectif, et elle avait inventé cette version pour choquer. Et en fait, le scénario de la récupération de son idée a produit dans la réalité exactement ce qu'elle voulait montrer dans son jeu, puisque oui, toute cette affaire a quand même permis, comme elle le voulait au départ, un questionnement moral sur le capitalisme. Donc finalement, moi je trouve que la morale de l'histoire n'est pas si triste que ce qu'on pourrait présenter de prime abord, parce qu'elle a fait passer les idées qu'elle voulait faire passer. C'est un cheval de Troie. Exactement. Bon, par la suite, le jeu est un succès dans les pays qui adoptent alors plutôt un projet capitaliste, ça c'est intéressant de le noter. Hein. Dans les pays communistes, il est soit interdit, soit il n'est pas très populaire. Par exemple, en Iran, il n'était pas interdit, c'était pas communiste, mais il n'était pas interdit et il n'a pas eu de succès particulier. En France, il y a un boom dans les années 60. Il y a même une tentative, au moment de la révélation de la vraie histoire du Monopoly, une tentative de créer un anti-Monopoly par un monsieur qui s'appelle Ralph Hanspach aux États-Unis. Et finalement, bon, le jeu en lui-même, c'est pas très intéressant de s'appesantir dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu tout un procès pour usurpation de droits d'auteur, etc., de Parker & Brothers. Et en fait, ça a fait pas mal de pubs à l'affaire de l'usurpation, de la paternité de ce jeu-là, et ça a plus rendu service à réhabiliter Elizabeth Magie qu'autre chose. En 2025, aujourd'hui, on peut estimer que ce jeu se serait vendu entre 60 et 100 millions d'exemplaires originaux, et plus de 300 millions si on inclut les déclinaisons thématiques. Alors, on en a parlé dans l'épisode précédent de toutes ces déclinaisons thématiques. Alors eux, ils y sont allés. Hein. Rien qu'en l'épisode précédent, c'est sur risque. Ouais, là, j'ai pas pu les lister ou te faire un quiz. Il y en a plus de... Il y a tout, en fait. Ouais, il y en a plus de 1000, en fait, des versions du Monopoly. Ça se compte en milliers. Il y a même l'édition de Grenoble, mais il n'y a pas la rue Belle-Stendhal, la rue à l'écontrée du jeu. Donc, c'est vraiment un scandale. On demandera d'ailleurs à monsieur... C'est pour ça qu'ils ne le vendent peut-être pas au contrée du jeu. Oui, je pense que c'est clairement par représailles. Et puis, une version alternative qui, en France, nous a beaucoup marqué, c'est celle de Mon Cul. D'habitude, je suis pas vulgaire, mais là, on va y revenir. Ah, la ville de Mon Cul, tu veux dire? Oui, exactement. Ah, oui. Et donc, pour parler de ça, nous allons accueillir, sans que ça soit un hors-série, un invité un petit peu spécial qui nous a fait l'immense honneur de nous rejoindre. On vous retrouve donc tout de suite pour une nouvelle rubrique spéciale que pour cet épisode qui s'appelle Les affaires ludiques. Aujourd'hui dans Affaires ludiques, Monopoly, un parfum de scandale. Nous sommes le 9 novembre 2007. Daniel Maury, maire du village de Montcuq dans le Lot, est l'invité du journal télévisé de France 2. Il vient exprimer sa déception et son indignation car la rue de la Paix ne sera pas remplacée par la ville de Montcuq dans la prochaine édition du Monopoly France. Et ce, malgré un vote massif en faveur de la commune, lors d'un concours internet organisé par l'éditeur du jeu. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Déni démocratique ou simple blague potache à l'issue prévisible ? Quelles ont été les répercussions de cette affaire ? Et mon cul, c'est du poulet ? Pour nous expliquer les tenants et les aboutissants, nous recevons Monsieur Fall, ancien protagoniste dans cette histoire.
Aurélien et Julien, Affaires ludiques, les ludologues. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour jeunes gens. Ah, on est ravis de vous voir dans notre écran, nous. Vous l'entendez, sa voix est reconnaissable entre mille. Ah mince alors. Chers internautateurs et chères internautatrices, bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous avez emmené le part de Vermois avec vous quand vous avez quitté Trick Track ou pas? Bah oui, il y a un part de Vermois très très rempli là. Je jette un coup d'œil autour de moi et c'est un peu le bordel, je dirais. Bon, bah merci Merci d'être votre présent participation. ici pour nous partager cet épisode fort troublant de l'histoire des jeux. Alors peut-être pour vous présenter en 2 mots, pour les gens qui vous connaissent pas. Vous êtes le créateur d'un site qui s'appelle Trick Track, qui est le premier site internet dédié aux jeux de société en France. Au début des années 2000, le site n'est d'abord qu'une sous-rubrique d'un autre site internet consacré à la ville d'Orléans. Puis avec l'essor d'internet, le site devient autonome sous le nom de Trick Track et devient très rapidement le site de jeux de société le plus visité de France et d'Europe, non? Oui. Alors quand Trick Track a été créé, il y avait déjà quelques sites. Enfin, il y avait beaucoup de blogs à l'époque. On était dans les années 2000. C'était pas des forums à l'époque, c'était des newsgroups, on appelait ça. Ouais. Mais il y avait rien de structuré de manière professionnelle. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans Trick Track et sur Internet, c'était pour en faire un métier. Et en gros, on était 2 dans cette situation au monde. Il y avait BGG, Board Game Geek, et Trick Track. Donc c'était un des premiers sites, on va dire, professionnels. Ce qui a participé au fait que ce soit bien développé, puisque c'était mon travail. Je travaillais là-dessus à plein temps, ce qui permet d'avancer de manière plus rapide et plus propre que quand on fait ça en dehors de ses heures de boulot. Et donc Trick Track, ce sont des milliers de fiches de jeux et d'avis. C'est aussi des milliers de vidéos d'explications de règles et de parties, des reportages, des vidéos d'analyse du secteur ludique. Et il y a même des vidéos sur l'histoire des guerres que je vous recommande, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Alinea. Et il y a aussi un forum qui était un peu the place to be quand on souhaitait discuter de jeux de société dans les années 2000 ou 2010. Dès le début, le site est co-animé par vous-même, Monsieur Fall, et le Dr Mops, ainsi que d'autres chroniqueurs, dont notamment Vincent et Guillaume. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé à programmer dans mon coin, et puis quand ça a commencé à marcher, alors très rapidement avec le Dr Mops, qui était mon voisin, qui est l'homme qui m'a initié aux jeux de société, et puis on a eu cette chance de se développer en même temps que le secteur ludique devenait une vraie industrie, avait envie de se professionnaliser et de se répandre. Et donc, le site a grossi, et puis il y avait du boulot pour plein de gens, parce que je ne pouvais plus l'assumer tout seul. L'argent rentrait, donc j'ai commencé à embaucher des gens, et effectivement, des développeurs, des rédacteurs, etc. Et il y avait surtout les vidéos qui étaient quand même d'une qualité très très au-dessus de la moyenne, déjà pour l'époque. Quand Internet est arrivé au début des années 2000, j'ai vu très rapidement qu'on pouvait mettre du texte, du son, de l'image, et de l'image avec du son, donc de la vidéo. Et j'étais un féru de matériel et de vidéo, puisque je suis passé un petit peu rapidement par les Beaux-Arts, où j'ai fréquenté des gens qui avaient fait cinéma. Donc effectivement, j'y ai apporté mon savoir-faire dans la réalisation des vidéos. Donc évidemment, en choisissant un matériel comme un professionnel et en réfléchissant à comment faire ça de manière professionnelle, ça ressemble à un truc plus professionnel que des gens qui font ça en amateur, encore une fois. Avec leur téléphone qui bouge. Oui, puis c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, quand on voulait une explication de règles, une vidéo pour découvrir un jeu, c'était Trick Track. On n'allait pas sur YouTube, le réflexe n'était pas celui-là. YouTube n'existait pas. Voilà. Vous avez inventé YouTube. Ouais, et même quand ensuite YouTube a commencé à émerger, pendant longtemps, moi, mon réflexe c'était encore d'aller sur Trick Track parce que c'était là avant. Et puis parce que nous, on a refusé d'aller sur... Enfin, j'ai pris la décision de ne pas aller sur YouTube avec nos vidéos. Je voulais tout contrôler. C'est très difficile de gagner de l'argent dans le monde du jeu. Il était hors de question de partager les gains qu'on pouvait faire avec Trick Track avec une plateforme américaine qui allait nous imposer ses lois et morales et politiques et financières. Donc moi, je voulais tout garder. Je voulais garder la main sur tout. Après, il y a eu 2 rachats. Le premier en 2018, puis un autre en 2019. Et c'est à ce moment-là que vous quittez le site. Et ensuite, faute de rentabilité, Trick Track ferme définitivement ses portes fin 2022. Le Covid a bien aidé aussi à ce que ça soit compliqué. Mais il renaît en fait grâce à une association qui conserve en fait à titre d'archive et au nom de la mémoire ludique tout ce qui a été produit pendant toutes ces années. Et donc je sais que vous avez quitté le monde du jeu depuis 2019 pour vous consacrer à une autre passion, le vélo. Donc vous avez une chaîne YouTube sur le vélo. De temps en temps il y a des trucs sur le jeu, mais c'est rare. En fait c'est parce que c'est pas une chaîne sur le vélo en fait. Ah, c'est une chaîne sur ce que vous voulez. Les gens, alors, je fais beaucoup de trucs sur le vélo. 90% c'est du vélo quand même. Ouais, parce que en vérité, j'ai conservé cette chaîne parce que c'est un lien social. On est grégaire, on a besoin des autres. Et quelle que soit l'activité, que ce soit le jeu de société, le vélo, la pêche à la ligne, la couture, ce que vous voulez, le sport, enfin n'importe quoi, c'est du lien social. On appartient à un groupe, on a un vocabulaire. Et donc, c'est une manière de garder le lien social. Mais il y a des trucs qui popent de temps en temps sur autre chose, comme le jeu de société de temps en temps, parce que je m'interdis rien en fait. Ouais. Et vous continuez de jouer ? Je joue très 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 peu. Ok. Vraiment très peu. C'est rare. Et donc, l'histoire qu'on aimerait que vous nous racontiez, de votre point de vue, en fait, c'est quel a été le rôle de Trick Track dans cette histoire de Monopoly Mon Cul. Alors, si on peut repartir du... Alors, pour recontextualiser,
Nous, on est des joueurs accros, on est un secteur niche, underground. On est là pour le renouveau du jeu de société, on aime les jeux à l'allemande, les jeux Ameritrash, etc. Et encore, les jeux Ameritrash, c'était pas trop notre truc au début des années 2000. Donc, on représente un certain état d'esprit de la pratique ludique. Et de l'autre côté du spectre, il y a Hasbro. Hasbro qui, tous les ans, vend des tonnes et des tonnes et des tonnes de Monopoly. Un jeu qui, tu l'as rappelé, est sorti en 1935. Dans notre esprit, si tu veux, c'est un peu comme si on parlait de cinéma et on parlait toujours d'un film sorti en 1925. Le train de la Ciotat, quoi. Nous, on trouvait ça toujours fou. Mais c'est un jeu qui parle du capitalisme et c'est un jeu extrêmement bien ancré dans le capitalisme, à savoir un jeu décliné jusqu'à plus soif, dans toutes ses formes, et porté par une entreprise qui veut renouveler continuellement, non pas le jeu, mais un moyen de gagner de l'argent avec ce jeu. Hasbro et les membres de Trick Track et le secteur ludique à qui nous on a affaire, on est sur un spectre à l'opposé total et complet. On ne se parle pas, on n'a jamais affaire à eux. Mais voilà que le Dr Mobs, qui travaille dans une boutique de jeux, donc qui travaille dans le capitalisme ludique, puisqu'il vend des jeux, il vend aussi des Monopoly. Ah oui. Et Hasbro a décidé de lancer une campagne marketing, toujours pour renouveler le Monopoly, pour attirer des gens, pour en faire parler. On est en 2007, donc Internet n'est pas encore très ancré, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça, c'est encore en train de s'inventer. Et il décide de faire une communication axée sur ce nouveau média qui est Internet. Et le MOBS reçoit un mail parce qu'il est dans le listing d'Hasbro en tant que commerçant, qui explique qu'ils vont lancer une campagne pour faire la promotion du Monopoly avec un site web où les gens pourront voter. Ça va s'appeler le Monopoly de la France et toutes les villes de France pourront voter pour élire leur ville aux principales places du Monopoly. Sachant que bien évidemment, c'est légèrement biaisé puisque les grosses villes ont beaucoup d'habitants et les habitants des grosses villes, d'après Hasbro qui pense que ça va faire un carton, les grosses villes vont voter pour être dans les meilleures places. Il y a de plus grandes chances que Paris finisse à la place de la rue de la Paix que Montastruc la Conseillère, qui est un village que j'imagine que vous ne connaissez pas. Donc, ça existe vraiment, quoi. Ça existe, j'y ai habité. Ah, okay, très bien. J'ai fait mon CM2 à Montastruc la Conseillère. On apprend des trucs. On va pouvoir mettre à jour la page Wikipédia. Voilà, bref, le MOBS reçoit ce document et le MOBS, qui est taquin, vient me voir à la maison et me dit « Regarde ce que j'ai reçu ». Et il me fait lire le document de Hasbro. Et immédiatement, dans son regard, j'ai vu qu'il voulait faire de la potacherie. Et on n'a même pas eu besoin de discuter, d'échanger. On s'est dit « Oh putain, on va leur pourrir la vie ». On va appeler les gens à voter pour une ville qui va emmerder Hasbro. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que c'était d'abord amusant, que c'était un formidable moyen d'emmerder Hasbro, qui à mon avis n'y connaissait rien en informatique, puisque mon premier réflexe a été de voir comment fonctionnait leur site. Quand j'ai vu, le site où on allait voter, ils ont créé une plateforme où on allait voter. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ils avaient un peu merdé au niveau des votes et on pouvait voter tant qu'on voulait. On pouvait faire voter, parce que je vais passer les détails. Mais une usine à trolls et on votait, on bourrait l'urne. 3-4 fois. Pardon ? Avec une usine à trolls, on bourrait l'urne. Voilà. Et on se dit, ça va être un formidable moyen de faire chez Hasbro, de bien se marrer sur Trick Track, puisqu'on avait un forum qui était très très fourni, et de squatter l'effet buzz qu'ils voulaient faire. On savait que si on traitait bien notre affaire, ça allait partir en couille pour eux, mais nous, on allait pouvoir en profiter. Donc, on a réfléchi, circonstances malheureuses, mais pas tant que ça, parce que la mort fait partie de la vie. Jacques Martin venait de mourir. Donc, Jacques Martin, c'est le petit rapporteur. C'est le petit rapporteur. Petit rapporteur, c'est Prévost et son comparse, qui avait visité mon cul. Et qui avait fait un petit reportage. Moi, c'est ma génération. Pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. J'avais en tête ce sketch qui, à la mort de Jacques Martin, était repassé sur les chaînes. On réfléchit avec le MOBS, on dit, parce qu'on a commencé à chercher des noms, mais mon cul s'est imposé tout de suite. On s'est dit, on va appeler les gens à voter pour mon cul. Et j'ai écrit un papier qui était très réfléchi, alors qu'il n'a potentiellement pas l'air, mais il était réfléchi pour parler au maximum de monde, en prévoyant déjà à l'intérieur que ça n'allait pas plaire à Hasbro. Donc, je fais un papier où j'appelle la France à se lever pour rendre hommage à Jacques Martin, qui nous a tant fait rire, qui nous a tant amusé, à rendre hommage à la ruralité avec le village de Montcuq, etc. Et puis à rendre hommage auprès de Trick Track aux jeux de société en allant foutre la merde dans le vote d'Hasbro. Il y avait tous les éléments pour. En même temps, on ne s'était pas concerté, mais il y avait un habitant de Montcuq Laurent qui Bazet, maîtrisait un peu Internet, qui avait décidé lui aussi
de faire bouger les choses. Laurent Bazin, il est parallèle à vous, en fait. Oui, il est parallèle à nous. On s'en est rendu compte un peu plus tard. Voilà. Ok. Mais lui, il a remué ciel et terre. Il a appelé des journalistes, etc. Et les journalistes ont commencé à faire des recherches. Et forcément, ils sont tombés sur notre truc. J'ai commencé à voir je faisais de la veille, que des journaux ont commencé à en parler, ont commencé à pointer vers l'article de Trick Track. Hasbro a commencé à nous contacter. On a commencé à voir qu'ils laissaient entrevoir le fait que ça leur plaisait pas trop, qu'ils allaient trouver une astuce pour embrouiller l'esprit de tout le monde. Et les votes se sont emballés. À ce moment-là, c'était pas forcément des menaces. Ils vous disaient, on s'en fout de vos bêtises, on va se Ils débrouiller. pensaient pas que ça allait avoir un impact violent. Parce qu'ils pensaient qu'on était une petite niche. Ils pensaient que les grandes villes, Paris, 6 millions d'habitants, oui. Voilà, ça va tout écraser. Sauf que nous, on a des joueurs qui étaient de Paris sur Trick Track. Et même si les réseaux sociaux n'existaient pas, on avait des gens sur Trick Track qui avaient des réseaux internes. Puisque la population qui jouait à l'époque, en 2007, c'était des gens qui avaient fait des études, qui travaillaient aussi dans l'informatique, qui avaient donc accès à des logiciels pour contacter des tas d'entreprises, des tas de copains à eux qui allaient relayer. Et ça a été relayé en masse sur tout un tas de mailing lists, etc. Et on s'est retrouvé avec des votes massifs, mais à un point que c'était ingérable pour Hasbro. Ils n'avaient pas le choix, effectivement, d'en parler. Ils n'avaient pas le choix de se rendre compte que ça allait arriver. Les gens surveillaient, on voyait les votes s'envoler, et ils ont commis une boulette. Ils ont décidé les derniers jours de tout invisibiliser. Vous allez continuer de voter, mais on ne saura pas qui est en tête. C'est un peu comme les élections présidentielles où les sondages sont coupés 2 jours avant. Exactement. Sauf que on n'est pas couillons. Moi, j'ai commencé à m'emparer de la chose. Avec le MOPS, on a commencé à faire des petites vidéos. Sarkozy venait d'être élu. Il avait fait un discours politique. On a repris son discours politique en changeant quelques phrases pour l'adapter au monde du jeu de société. On a posté ça sur YouTube, qui était encore très frais. Ça avait 2 ans, YouTube. C'est une honte. Quelle indignité. Exactement. On avait prévu le coup en disant, vous allez voir, s'ils ont tout coupé, c'est qu'il y a une entourloupe au bout. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont effectivement entourloupé tout le monde. Et ils l'ont entourloupé de manière très très vicieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné les résultats en ligne. D'accord. Ah oui. Ils ont dit, on va se réunir dans un hôtel rue de la Paix. Ça c'est bien vu, ça. Voilà. Mais ils l'ont dit qu'à des gens triés sur le volet. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur conférence de presse, ils ont envoyé le message à des journalistes et ils ont envoyé le message à des gens du secteur, à des boutiques parisiennes, etc., aux gens du milieu, de leur milieu. Sauf que le Dr Mops, toujours avec sa casquette du milieu à costume, il a reçu, lui, le jour et l'heure et le lieu auquel avait lieu la conférence de presse. Parce que lui, pendant ce temps-là, était en lien quand même avec les gens d'Hasbro. Alors, les gens d'Hasbro lui ont téléphoné, je crois, pour dire « Ah, c'est bien votre plaisanterie, mais il faudrait arrêter, etc. » C'est-à-dire qu'ils ont pas fait de pression. C'est pas des gens à pression, mais ils ont essayé de gérer leur affaire, quoi, pour éviter d'avoir des embrouilles, tout simplement. Nous, ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait, couillons comme on est, on se dit « Putain, mais là, il y a moyen de faire un carton monstrueux, parce que c'est sûr qu'ils vont pas mettre mon cul sur la case principale du jeu. C'est sûr et certain. Ils vont jamais oser. Qu'est-ce qui les gênait là-dedans, finalement? Je pense qu'il y avait 2 choses. D'abord, de se faire avoir. C'est-à-dire se faire avoir par des gens qu'ils ne contrôlaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient garder la main. Et ensuite, je pense sérieusement, de manière stupide, ils pensaient que c'était grave qui est la case mon cul sur leur plateau. Que ça se vendrait pas. Je sais pas, c'est-à-dire qu'ils disaient mais non, parce que c'est un jeu qui est propre, ménagère de moins de 50 ans. Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais ça n'a aucun sens de considérer que la ville de Montcuq ne puisse pas être sur un plateau parce que ça fait référence à mon cul et que ça ne va pas. En fait, j'ai beau réfléchir, c'est stupide de leur part. C'est surtout indéfendable. C'est indéfendable. Parce que cette ville existe, ce village existe, tu ne peux pas l'enlever. Et il existe depuis le Moyen-Âge. Avant le Monopoly. Ils ont appelé à voter, les gens ont voté, ils ont voté pour cette ville. Il n'y a rien qui est entendable pour ne pas le mettre. Bref, on sait qu'il va y avoir des journalistes, on ne se dégonfle pas avec le MOPS, on y va. Voilà. Tous les deux. On y va tous les deux. On met nos beaux costumes et on y va. Et on assiste à la conférence de presse. Et le truc, c'est que on est dans le train pour aller à Paris. Et là, je reçois un coup de téléphone de France 2 pour le journal de 13h. Ils m'appellent le matin parce que, en vérité, tous ces gens, ils ont une seule obsession, passer à la télé et qu'on parle d'eux. Et ils sont prêts à tout pour rentrer dans les cases qui vont faire parler d'eux à la télé. Donc, s'il faut une conférence de presse qui a lieu à 11h, c'est un peu embêtant parce que le journal de 13h, lui, il a besoin d'avoir l'info pour traiter le sujet bien avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Donc, en fait, quand un journaliste qui a du poids vous dit « mais moi, il me faut l'info avant pour pouvoir me préparer, etc. » vous la donnez l'info. Donc, les journalistes de France 2 ont eu l'info avant qu'ils l'annoncent à la conférence de presse. D'accord. Et ces gens, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont appelé. Ils ont eu mon numéro et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, bon, on va pas vous donner le résultat,
mais on aimerait avoir votre avis sur toute cette histoire. Tu parles, j'ai compris tout de suite que c'était pas mon cul qui avait gagné. Ah oui. Je leur fais une réponse, ils enregistrent le truc, ils me disent on veut vous voir juste après la conférence de presse. Ils allaient être sur place et ils voulaient m'interviewer. Je dis ok, j'avais un peu l'habitude des journalistes, de ce qu'ils aiment entendre, de comment il faut gérer tout ça. On se retrouve là-bas, ils font leur conférence de presse, il y a le maire de mon cul qui est là, il y a aussi le maire de Dunkerque qui est là, parce que la deuxième ville c'était Dunkerque, qui avait été le plus sollicité. Et ils font leur conférence et ils annoncent que mon cul a eu un formidable succès, que c'est formidable, c'est génial, mais qu'ils peuvent pas le mettre sur le plateau. Et là les mecs, ils tournent le truc à la sauce. C'est pas qu'ils prennent les gens pour des imbéciles, ils font leur travail, les mecs. Mais ils ne savent pas que nous, on connaît tous les rouages, et du marketing, et de la communication, et de la fabrication du Monopoly. Parce qu'on sait comment ça marche, la fabrication du Monopoly. Et ils expliquent que pour rendre hommage à tout cet entrain de la population pour la ville de Montcuq, ils ne vont pas mettre la ville de Montcuq à la place de la rue de la Paix. Ils vont mettre Dunkerque, qui est arrivé deuxième. Ils vont faire mieux. Ils vont faire un Monopoly spécial dédié à la ville de Montcuq. Et là, tout le monde applaudit. C'est l'autre consolation. Non, pour eux, dans leur bouche, c'est mieux. Mieux. C'est... T'as ton Monopoly à toi. Sauf que nous, on sait, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle ville de France peut se faire éditer un Monopoly à son nom, à sa marque. Oui. Tu payes. D'ailleurs, elles y sont toutes. C'est peanuts. Tu files 5000 balles et t'as un Monopoly à ta ville. C'est rien. Ça m'intéresse. Et nous, on voit qu'en fait, c'est du foutage de gueule. On te fait croire que c'est un bon prix, mais c'est pas bon. Et là, donc le maire de Montcuq, il est content, hein, il a son Monopoly et tout ça. Et la journaliste de France 2 me tape sur l'épaule et me dit « Viens, on peut absolument t'interviewer. » Donc on sort dans une salle, on a un hôtel rue de la Paix quand même, hein, où il y a tous les journalistes qui interviewent d'un côté le maire de la ville de Montcuq, le maire de la ville de Dunkerque, les gens de Hasbro. Et le mec me dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, je commence à dire « C'est un scandale. » Je ne le dis pas comme ça parce que tu vas saturer. Je parle très fort. Comme Georges Marchais. Mais vraiment très fort. Et Sarkozy venait d'être élu. Il était dans toutes les télévisions, sur toutes les radios. Et je fais « Mais que fait notre bon président ? Lui qui défend toutes les bonnes causes. Lui qui défend la démocratie. » Je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Et là, tous les journalistes entendent que je dis Sarkozy, je dis déni de démocratie, la démocratie est en danger. Tous les journalistes se retournent et me regardent. Je finis mon interview avec la dame de France 2 et là, c'était terminé. Tous les journalistes sont passés les uns après les autres pour entendre notre réprimande d'Hasbro et expliquer cette histoire de Monopoly, que c'était pas normal, que la démocratie avait été bafouée, qu'en plus, cette histoire de Monopoly Montcuq dans une Monopoly spéciale, c'était vraiment de la pis-aller, c'était vraiment pour les faire... voilà, c'était un cadeau certes sympa, mais un tout petit cadeau que Montcuq méritait d'être sur la case principale. Embarras chez Hasbro, embarras total. Les choses se sont emballées médiatiquement, c'est-à-dire que ça en a parlé sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les télévisions, et le passage que fait notre bon président. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment de la colère ou c'est finalement la continuité de la blague et l'amusement de moi, c'est la continuité de la blague. Je suis pas en colère. C'est l'amusement de continuer à foutre le bazar. À partir du moment où on est allé là-bas sur place, on était dans un rôle avec le MOPS. Le MOPS, pareil. Okay. Parce que, alors moi, j'ai une tête qui passe, j'ai une voix qui porte, donc on vient m'interviewer, mais le MOPS, en sous-main, il allait parler à tout le monde. On a fait beaucoup de gènes où il fallait manipuler les gens pour obtenir ce qu'on voulait. On a fait du jeu de rôle, donc il allait jeu de rôle rue de la Paix, pendant qu'il faisait la queue. Nous, on était dans nos rôles. On était là pour deux raisons. On voulait attirer l'attention des médias sur le jeu de société d'abord et sur Trick Track, parce que les questions, mais qui vous êtes ? Nous, on est des joueurs, on s'occupe d'un site internet. Fondamentalement, ce qu'on voulait, c'est que les gens prennent conscience que des adultes jouaient à des jeux modernes, que le Monopoly, c'était un jeu qui avait déjà 80 ans, que quand on était joueur adulte et responsable, parce que nous, on avait déjà 40 ans, si tu veux, on n'avait pas 25 ans, ou on avait une entreprise, tu vois, c'était sérieux, quoi. On voulait attirer les regards des journalistes sur le jeu de société. En plus, on était, nous, membres du jury du jeu de l'année avec le Festival de Cannes, tu vois, on pouvait représenter, quoi, on avait un certain sérieux. Notre idée, c'était ça, c'était faire une blague potache, se marrer, parce que en vérité, avec le MOPS, on voulait juste se marrer, mais se marrer, c'est pas suffisant. Si tu peux te marrer et en plus que ton discours il est construit, que tu peux faire du marketing, parce qu'il y avait une part de marketing, une part de buzz, attirer des gens. Enfin, tu vois, il y avait plein de pistes. C'est les 3D des cours, les serveurs de Trick Track ont pété. Hein. Ah oui. Ah oui, les serveurs ont pété. Au bout d'un moment, j'allais rebooter les serveurs toutes les heures. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je dis ça plante. On va mettre un message en HTML pur qui fait que face au succès, Monopoly machin,
On reviendra dans 3 jours. Calmez-vous. Et ça, c'était pas forcément prévu dès le début. En toute honnêteté, c'était un coup de pub, effectivement, pour Trick Track à la fin. C'était pas forcément l'objectif de départ. Au début, c'est vraiment juste la blague. Au début, c'est la blague. C'est se marrer entre nous. Et puis, si l'effet de bordure, c'est faire de la comédie marketing, parce qu'on n'imaginait pas que les médias allaient s'en emparer à ce point-là. Oui, c'est ça. Ouais. Nous, on voulait se marrer. On voulait emmerder Hasbro. On voulait aussi leur signaler notre existence, en fait. Parce que tu vois, quand tu te dis, ces gens-là ne nous intéressent pas parce que c'est du jeu, tu vois, nous, Monopoly, on en vend des centaines de milliers de boîtes. Eux, avec leurs jeux qui se vendent à 3000 exemplaires, on s'en fout. Bah non, tu vois, mec, on est des milliers. Et on est tellement des milliers qu'on peut foutre en l'air tout ton plan marketing. On sait de quoi on parle. Et puis Internet, regarde, Internet, c'est une force. Et effectivement, quand on a vu que ça prenait, on s'est pas arrêté là. Hein. On a pris. Hein. Bah Donc Trick Track a fait du buzz. Il y a eu de plus en plus de gens qui venaient. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on s'est très bien entendu avec la municipalité de Montcuq. C'est-à-dire que le maire a entendu notre discours, puisqu'après il est allé à la télévision pour s'exprimer. Il a compris que c'était bien pour la ville de Montcuq, mais qu'Hasbro, ils avaient un peu exagéré en leur donnant une boîte de Monopoly toute simple. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire de Montcuq et la municipalité nous ont invités, parce qu'on a beaucoup échangé avec eux. On leur a expliqué qui on était, et on leur a expliqué qu'on faisait les Trick Track d'or à l'époque. On se déplaçait de ville en ville. Et il nous a invités à venir faire les Trick Track d'or. Peut-être pour préciser, pour les gens qui ne se souviennent pas, c'est une récompense du site qui récompensait le meilleur jeu de l'année. Ouais, il y avait argent, bronze et... Il y avait une liste de 10 finalistes, et après vous vous rassembliez dans une ville pour élire le vainqueur parmi ces 10 finalistes. Et ce sont des gens de Trick Track qui venaient. On était une 30, 40, on se réunissait un week-end, et l'obligation, c'était de jouer aux 10 jeux sélectionnés, et puis de faire un classement. Ouais. Moi, à l'époque, je suivais plus ça que l'As d'or. Pour mes achats, tout ça, les Trick Track d'or, c'était quand même quelque chose. Hein. Oui, c'était un autre objectif que l'As d'or. C'était pas du tout les mêmes visées, en fait. Et on s'est retrouvés à Montcuq pour faire ces Trick Track d'or. Ils nous ont invités à la salle. Là, ils nous ont logés gratuitement. Ils nous ont fait... Alors, on avait amené à manger, mais... Enfin, vraiment, c'était un accueil vraiment formidable. Vous avez une médaille de la ville, même. Voilà, exactement. Ce qui est complètement fou, c'est que quand on faisait les Trick Track d'or, c'était vendredi, samedi, dimanche. On ne dormait quasiment pas. C'était vraiment, on jouait. Alors, le samedi soir, ils nous disent, ça serait bien que le dimanche matin, on vous invite à un pot à la mairie, on veut vous remercier. OK ? C'est un truc administratif, c'est cool, mais nous, on joue. Le rendez-vous à la mairie, il était à 9h le matin. Moi, je joue jusqu'à 7h30. Je m'allonge, je fais une micro-sieste jusqu'à 8h30. Je me lave les dents avec un coup d'eau. Et nous voilà à la mairie, tu sais, la tête dans le cul, quoi. Et là, un discours officiel avec tous les gens de la municipalité, enfin on dit pas du gouvernement, mais tous les adjoints au maire. Voilà, plus de 3 personnes qui comptent, c'est un petit village. Hein. Et ils nous font un discours qui était très émouvant, très touchant. Et voilà que le maire me remet la médaille de la ville, quoi. Sachant qu'ils l'ont donné à 2 personnes, en fait. Ah oui. Il l'avait donné au petit rapporteur, et puis il le donnait à Trick Track. C'était super touchant. Et puis après, on a remballé nos walls, et puis on est parti. Et le Monopoly de Montcuq a été produit. Il est arrivé sur les étals. Alors, ils n'ont pas dû en faire des caisses, hein. Et ils ont dû en faire 2000 exemplaires. Et on sait s'il s'est bien vendu ou non, pas particulièrement. Aucune idée. Ouais. Je pense qu'il ne s'est pas bien vendu. On en trouve d'occasion pas mal, ouais. Ouais, ça n'a pas dû bien se vendre. Ils ont dû en donner, en fait. Ça ne coûte rien de faire un Monopoly. Franchement, si ça a dû coûter l'équivalent de 2000 ou 2000 euros à Hasbro à l'époque, c'est pas cher payé le coup de buzz, parce que Hasbro a quand même fait un gros coup de buzz. On a parlé du Monopoly partout. Ouais. Même si c'était de la vanne, on a parlé du Monopoly partout. Je veux dire, c'est resté un produit phare à Noël en fin d'année. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans la boîte de Monopoly Montcuq, on a demandé aux habitants de Montcuq de mettre ce qu'ils voulaient. Et à l'intérieur, au dos de la boîte, ils remercient Trick Track, ils nous ont vu débarquer. Il y a un petit mot sur le fait qu'on était là-bas. C'est assez rigolo. Oui, que c'était pas juste de la pub. Il y a eu un peu plus que ça. Oui. Encore une fois, hein, le principal dans tout ce qu'on faisait, dans tout ce que je fais, c'est l'être humain. Donc, on fait la blague, mais quand on rencontre des êtres humains comme était le maire de Montcuq, les administrés de Montcuq, c'est l'humain qui prend le dessus. Et à un moment donné, c'est la blague de faire semblant d'être en colère, mais quand même, tu dis, voilà, déni de démocratie, parce que c'est vrai. Tu demandes aux gens de voter, même si c'est une blague, même si c'est pas grave, et puis tu dis, non, on fait pas comme vous avez voté. Tu vois, c'est pas normal. Oui, et puis au-delà de ça, c'est une formidable aventure humaine, en fait. Tout à fait. Et de toute façon, il n'y a que ça d'intéressant dans la vie. Hein. En tout cas, je trouve ça très évocateur et très représentatif plutôt du personnage de Monsieur Fall, parce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le personnage Monsieur Fall, on voulait un petit peu donner une vignette pour une mémoire vivante de ce moment, de partir du jeu et d'avoir finalement autour de ça une épopée humaine, et c'est ce qui compte le plus pour vous, et ce qui était, à mon avis, un point marquant de ce personnage-là du monde ludique. On peut pas copier Fall. On peut pas copier Dr. Mox. Oui, ça c'est chacun a ses spécificités. Mais c'est vous qui expliquez ça, qu'il fallait mettre ça en avant. Effectivement, ce qu'on est soi-même, personne ne peut le faire à notre place.
Et puis chercher chez les gens qu'on croise avec qui ça va marcher, parce que seul ça aurait pas marché. L'histoire du Monopoly, mon cul, si le meuble c'est pas là, si on s'auto c'est pas le regard. pas tous les deux à faire des conneries, ça marche pas. Puis des gens de trick-track, il y a beaucoup de gens de trick-track qui ont œuvré dans l'ombre en envoyant des mailing lists, en poussant les gens à aller voter. Oui, parce qu'on n'a pas donné le résultat, mais en fait à la fin Dunkerque ils ont à peu près 30 000 voix et mon cul c'est près de 60 000, c'est 2 fois plus. C'est énorme, oui, c'est énorme. Ouais. Et il faut se remettre à l'époque, hein, pas de réseaux sociaux, Oui. Twitter n'existe pas, Internet c'est pas chez tout le monde. C'est que le forum, c'est que du mail. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est assez impressionnant pour l'époque et c'est une très belle petite vignette qu'on vous remercie vraiment infiniment d'avoir partagé ici. Vous n'avez pas totalement tenu votre engagement, il me semble. Vous étiez engagé auprès d'Hubert de Moncuq à prononcer Moncuq jusqu'à la fin de vos jours. Ah oui, Moncuq, ouais. C'est vrai. Mais l'anecdote est moins compréhensible si on dit Moncuq. Bah oui, ça devient moins rigolo. Mais vous avez fait l'effort, on a noté que vous avez fait l'effort pendant toute l'explication. Par rapport à ça, ça nous fait lien avec quelques petites questions. Alors je sais pas si tu en as sur l'histoire de Moncuq, toi, Julien. Non, moi je me prends à parler à Moncuq aussi, tu vois, c'est contagieux. Moncuq, nous on avait quelques petites questions en lien avec ça qui font un petit peu débat. Débat qui pose question. Vous avez déjà répondu un petit peu à la première pendant l'explication, c'était de savoir si à l'époque de cette affaire, le Monopoly est déjà un peu comme une motif de stigmatisation, c'est-à-dire un peu l'archétype de l'anti-jeu de société moderne. J'ai plutôt l'impression que oui en vous écoutant. Oui, tout à fait. La problématique avec le Monopoly, il y a plusieurs niveaux. Hein. Le principal, c'est que c'est un jeu qui date de 1935. C'est comme si tu t'arrêtais à un livre écrit il y a 100 ans, un film réalisé il y a 100 ans, un morceau de musique composé il y a 100 ans. Alors, c'est important de se rappeler de l'histoire, de contextualiser les choses, de chercher ce qui a amené 100 ans plus tard à l'époque qu'on est en train de vivre aux créations avec lesquelles tu joues, avec lesquelles tu t'amuses au cinéma ou les musiques que tu écoutes. Il faut jamais nier ou jeter le passé, mais ne parler que de ça, c'est fatigant. Ça n'arrive pas dans d'autres secteurs. Il y a bien que le jeu où on te dit c'est comme le Monopoly, le Monopoly. Enfin non. Ouais, il y avait déjà quelque chose d'agaçant pour des joueurs passionnés, les gens qui fréquentaient Trick Track en tout cas, à faire le rapprochement entre des joueurs de jeux de société et des joueurs de Monopoly, avec l'idée que finalement vous disiez voilà c'est un jeu. En fait, il est pas bon du point de vue des critères que vous aviez à l'époque pour dire les jeux auxquels vous aimiez jouer, mais en même temps c'est un jeu qui se vend beaucoup. Du coup ça agace. Ça amène un peu la question est-ce qu'un bon jeu c'est un jeu qui se vend? Est-ce que s'il se vend beaucoup c'est une preuve qu'il est bon. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Alors, déjà, moi, que quelque chose se vende, ça ne me pose pas de problème. Bon ou mauvais, je m'en fous. Si les gens ont besoin de ça, qu'ils l'achètent. On prend l'exemple du jeu de société. Que les gens achètent tous les ans des palettes et des palettes de Monopoly ne me dérange pas. D'accord? Mais je ne vais pas forcément dénigrer tout le temps le Monopoly. Je vais œuvrer pour ce qui, moi, m'intéresse. Quand les gens font le rapprochement avec le Monopoly, je leur explique. Mais tu sais que le Monopoly, ça a 80 ans. Peut-être que, tu vois, le discours que je tenais tout à l'heure sur le film et le ciné, sur la musique, je le tiens. C'est pas, je n'arrive pas en disant, écoutez les gars, attention, le Monopoly, c'est de la merde. Tu vois, non. Est-ce que quelque chose qui se vend est mauvais? Non. Il y a des choses très très bonnes qui se vendent très très bien. Il n'y a pas de règle. En fait, c'est un bon jeu. Ouais, alors il y a le pourquoi ça se vend, ça, nous on le détaillera un petit peu peut-être dans l'instant P. Enfin, on va le détailler plus tard. Mais je me dis que finalement, c'est un bon jeu selon une perspective capitaliste. Économiquement, on peut pas dénier que c'est un bon jeu. Le Monopoly est un bon jeu. Ça rapporte de l'argent. Il y a un critère qui, moi, me paraît intéressant des fois pour juger si un jeu est vraiment bon. Parce qu'effectivement, on se dit soit on est tous des ânes et on achète par effet de moutonnerie, ce qui, je pense, n'est pas la seule variable qui nous pousse à acheter un jeu. Il y a aussi comment un jeu peut créer une communauté autour de lui. Et il y a des jeux qui se vendent pas forcément autant, mais qui ont su créer une communauté de passionnés autour, qui vont créer des modes, des variantes, du matériel en plus. Et moi, je trouve que ça, c'est un autre marqueur de ce qu'est un bon jeu. Et par exemple, le Monopoly, de ce point de vue-là, n'est pas un bon jeu. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas ce que je vais dire, mais dans l'achat du Monopoly, il y a beaucoup d'achats cadeaux. Eh oui. En gros, beaucoup de gens achètent des Monopoly, pas pour eux. Il y a énormément de grands-parents qui achètent un Monopoly à leurs petits-enfants parce que c'est l'achat facile. Ils se souviennent que c'était un jeu auquel ils ont joué quand ils étaient petits. Dans les magasins, il y en a en masse. C'est une valeur sûre. Une des grosses problématiques de l'achat d'un jeu de société, c'est l'apprentissage des règles. Or, le Monopoly, tu n'as quasiment pas à apprendre les règles en les lisant. S'il y a eu tous ces développements de variantes et autres, toutes ces déformations de règles, c'est parce que c'est du bouche à oreille, c'est pas de la lecture directe des règles. Ouais. Si tu veux, quand quelqu'un achète un Monopoly, dans bien des cas, il se demande pas si c'est un bon ou un mauvais jeu. Il se dit, c'est une valeur sûre de cadeau, j'achète ça, ça coûte 30 balles.
40 balles. Alors pire, l'acte d'achat du Monopoly avec une licence. J'achète un Monopoly, il y a le Seigneur des Anneaux, parce que je sais que mon petit-fils, mon voisin, il aime le Seigneur des Anneaux. Moi, je me suis vu offrir un Monopoly par quelqu'un qui savait que j'aimais les jeux et que j'avais aimé Star Wars. Jeu Star Wars, Monopoly Star Wars. Le mec s'est posé à aucun moment la question de savoir si c'était un bon jeu, pas un bon jeu. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent dans les achats de grande surface et dans les achats de Monopoly. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Les Monopoly Gravel. Ça, je sais pas, mais par contre, je crois pas qu'il y ait de concours, tu vois, de championnats comme d'autres jeux. Il y a un championnat du monde du Monopoly. Ah ouais, ça s'est organisé. Oui. Je sais pas comment ils jouent. Comme dans tous les jeux, il y a des martingales, des gens qui ont élaboré des techniques et les mecs sont champions régulièrement. Les champions de Monopoly ne jouent pas comme toi et moi. C'est les mêmes que les champions d'Aventurier du Rail. Ouais, Quand c'est tu as ça. vu une Aventurier du Rail de champion, c'est pas la même. Et les parties durent pas 2 heures. Ok. Ils te ruinent bien avant. Bon, donc il y a quand même une petite communauté autour du Monopoly. C'est pas un si mauvais jeu, même selon ce critère. et alors, le jeu Monopoly, c'est un jeu aussi avec une valence profondément politique. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui pop un petit peu comme ça sur les mélanges entre politique, jeux de société. Ça revient. Alors, c'était déjà à l'époque l'objet du premier Lancelot Game. Voilà, on trouve que c'est difficile de se positionner. C'est une affaire complexe, mais par exemple, à l'heure, aujourd'hui, là on est en 2025, où des boutiques arrêtent de vendre tout jeu qui a une licence Harry Potter, par exemple. Est-ce que acheter le Monopoly peut aussi poser un problème éthique quand on sait où va l'argent? Et qu'est-ce que vous pensez du mélange entre jeux de société et faire passer des idées politiques au travers? J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à la chose, mais je dirais que quoi que tu fasses dans ton existence, tu peux le faire de 2 manières, en y pensant de manière politique, de manière réfléchie, consciente, ou le faire sans réfléchir à la politique, parce que tu n'y penses pas tout le temps. Et cette manière de le faire sans être conscient de la politique, parce que dans tout, il y a de la politique, t'as pas le choix, puisque la politique, c'est la vie en société, c'est... Le t-shirt que t'achètes. Tu peux en prendre conscience, et après, ça te dérange, ça te dérange pas. Pour l'acte d'achat du Monopoly, je suis convaincu que la grande majorité des gens qui achètent un Monopoly ne réfléchissent pas en termes de politique. Ouais, tout à fait. À aucun moment. Jamais. Ouais. À l'inverse, certains ne l'achètent pas en y réfléchissant. Voilà. Ouais. Alors, personnellement, je suis un être humain comme les autres. Moi, il y a des choses que je ne fais pas pour des raisons politiques, pour des choix personnels, divers et variés. Mais j'avoue que j'achète aussi des choses sans réfléchir à l'impact politique que ça peut avoir derrière. Et il y en a un, et je pourrais te montrer du doigt ou dénoncer parce que j'ai fait ça sans le savoir. Est-ce que je rééquilibrerai si on me l'expliquait? Ça va dépendre du besoin intrinsèque que j'en ai, de mes propres convictions et de la balance que je vais avoir. Mais ça ne me pose pas de problème dans la mesure où, de toute façon, on n'a pas le choix que de faire de la politique quand on fait quelque chose. Ouais. Même si on n'en est pas conscient. Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui pop un petit peu comme ça dans le monde du jeu de société. C'est de plus en plus d'affaires d'aller regarder si l'auteur de tel jeu, il n'est pas de telle orientation politique, ou est-ce qu'il est vraiment blanc, ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui harcèle les femmes, etc. Et ça, je trouve que c'est une tournure qui, moi, parfois me gêne un peu, pour la raison que, à partir du moment où on crée quelque chose qui est mis dans la société, il y a une partie publique qu'on montre en public. C'est notre personne publique. Monsieur Fall, c'est la personne publique qu'on connaît ou qu'on a l'impression de connaître. Et à côté de ça, il y a vous, individu complet, votre identité entre guillemets privée, qu'il est, à mon avis, important de pouvoir préserver. Et j'ai l'impression que parfois, aujourd'hui, des fois, on glisse un petit peu, ou parce qu'on a une exposition publique pour quelque chose, il faudrait tout dévoiler de sa vie privée ou justifier de... Alors, je parle pas de quand on a été condamné pour quelque chose, ou s'il y a un procès, ou si ouvertement, enfin on parlait d'Harry Potter, là, l'autrice, elle prend des prises de position publiques en faveur de quelque chose, donc bien sûr qu'on peut réagir en fonction. Mais il y a parfois où je trouve que ça devient un petit peu gênant d'aller à chaque fois se poser la question, tiens, quand j'achète ce jeu, est-ce que le gars, il est plutôt comme ci, comme ça, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus léger ou de plus rassemblant de jouer aux jeux de société avec une forme d'insouciance. Voilà, mais... Je comprends le propos. Alors, je dirais que ce qui est problématique, c'est quand tu vas te faire taper dessus parce que tu as fait quelque chose qui ne correspond pas au comportement que d'autres voudraient que tu aies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si quelqu'un te dit « t'as pas acheté Harry Potter », bah, tu l'achètes si tu veux. En fait, il n'y a pas de loi. Tu fais bien ce que tu veux. Ok? Je comprends que ça puisse agacer que quelqu'un te dise « il ne faut pas que tu achètes Harry Potter ». Écoute, tu as dit qu'il fallait pas que j'achète Harry Potter. Moi, j'ai décidé de l'acheter parce que je me fous des problématiques de la personne qui l'a écrit. Il y a une défense qui est simple. Bah ouais, ok, t'es pas d'accord, je m'en fous. Ok. Maintenant, la position qui est la mienne et que je défends, c'est
et c'est sur laquelle je m'appuie, moi, quand je fais quelque chose ou quand je regarde quelqu'un faire quelque chose. Je pars du principe, c'est peut-être un peu bête, que quand tu fais quelque chose, tu as un truc qui est important, c'est l'intention. Cette intention, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Ok ? Et à l'autre bout, tu as les conséquences. Et les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Et avec ces deux variables, tu vas avoir un mix qui sont les bonnes intentions avec les bonnes conséquences. Mais des bonnes intentions peuvent donner de mauvaises conséquences. Tu as des mauvaises intentions qui vont donner de mauvaises conséquences, et bien sûr, de mauvaises intentions qui vont donner de bonnes conséquences. Ouais. Et c'est très compliqué de choper la balance. Quand quelqu'un va acheter un jeu comme Harry Potter, quelle est l'intention de l'éditeur ? Quelle est l'intention de la personne qui a créé le jeu, celle qui a écrit les bouquins ? Quelle est l'intention de celui qui va l'acheter ? Et quelles sont les conséquences ? Et c'est avec ces analyses que tu gères ta vie, en fait. Évidemment que si tu t'en fous de à quoi va servir l'argent, bah, ça te regarde, en fait. Mais tu peux très bien dire aussi, je vais acheter des montagnes de jeux Harry Potter parce que l'argent va rentrer dans les poches de J.K. Rowling et après, elle va mettre ça dans des associations féministes qui luttent contre les transgenres. C'est très compliqué. Donc, la question, c'est la personne qui a son acte d'achat, elle fait bien ce qu'elle veut de sa conscience. Ce qui est problématique, c'est effectivement si elle n'est pas consciente de ce à quoi va servir l'argent et quel est le problème. Mais agresser quelqu'un qui ne connaît pas le problème, l'agresse pas, explique-lui le problème. Après, cette personne fait ce qu'elle veut, parce que c'est à elle de gérer ses intentions et ses conséquences. Moi, je trouve très intéressant de réfléchir. Alors, moi, je ne suis pas un consommateur de jeux maintenant, encore moins de trucs Harry Potter, parce que je m'en fous. Je ne me serais pas posé la question si j'étais un amateur de Harry Potter, mais si quelqu'un m'avait expliqué, regarde ce qui se passe, alors j'aurais cherché, et j'aurais calculé mon intérêt, les intentions, les conséquences, etc., et j'aurais après fait mon choix. Mais je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est fatigant, tu ne peux rien faire parce que c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Discuter avec les gens qui veulent te l'interdire ou qui montent au créneau, moi je comprends, c'est délicat de savoir où ça se passe, mais je suis d'accord, ça peut prendre des proportions. Après, quelles proportions ça prend ? J'ai pas regardé vraiment l'affaire. Moi, j'y ai pensé parce que j'ai une connaissance qui avait prévu un quiz Harry Potter dans un café qu'elle a et elle dit, mais en fait, je vais l'annuler parce que j'ai peur qu'on me pète le café si je le fais. Voilà. Donc, intention, conséquence. Voilà. Oui. Donc, son intention, c'est de faire une soirée sympa avec un bon jeu Harry Potter. Les conséquences peuvent être le bordel dans son bar, elle préfère annuler. Voilà, c'est... Tout à fait. Eh ben, merci infiniment de cette participation. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans la suite de votre vie. Et vous dégagez beaucoup. Quelque chose d'extrêmement vivant qui me pousse aussi à regarder vos vidéos. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci encore. Et juste l'émission, aujourd'hui, elle est spécialement sponsorisée. C'était pour pouvoir avoir des intervenants de qualité. On a dû chercher des fonds. Et donc, il y a une petite page de pub. Case départ. Compagnie de distribution des eaux. Aller en prison. Rue de la Paix. Rue de Vaugirard. Avenue Mozart. Monopolyphonie Corse. Voilà, eh bien nous arrivons à la fin de cette première partie de cet épisode sur le Monopoly qu'on a été obligé, du fait de cette invitation de Monsieur Fall, de découper en 2 parties pour que ça reste dans des durées... L'émission, pas Monsieur Fall. Quoi. Non, on a découpé l'émission, pas Monsieur Fall, heureusement. Donc c'est pour ça que vous retrouverez cet épisode en 2 parties. Les rubriques changent pas, mais si vous voulez poursuivre l'écoute, rendez-vous à l'épisode 2. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Monsieur Fall, vous êtes là? Oui, je suis là, ouais. Va falloir arrêter, Monsieur Fall, va falloir raccrocher. Pardon? Va falloir raccrocher, Monsieur Fall. Ah oui, toi d'abord. À 3, on raccroche. 1, 2, 3. Non, il est encore là. Non, raccroche-toi. Bon, toi d'abord. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh!
À tous les bars et de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.